Bonjour à toutes et tous. Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires en recevant les représentants de départements de France. Monsieur François Sauvadet, son président, Madame Florence Dabin, vice-présidente des départements de France et présidente du groupe de travail Enfance, présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, et Madame Anne-Sophie Abgral, directrice générale adjointe du conseil départemental de Maine-et-Loire. Vous êtes accompagnés par Monsieur Yves Le Breton, directeur général de département de France, Monsieur Paul-Étienne Kaufmann, conseiller éducation, et Monsieur Brice Lacourieux, conseiller relations avec le Parlement, ainsi que de Steven Brunetta, membre du cabinet de Madame Dabin. Votre audition sera pour nous l'occasion de mieux appréhender le rôle joué par les départements, d'une part en faveur des collèges privés, d'autre part en matière de protection de l'enfance, singulièrement lorsque les enfants concernés sont des élèves subissant en milieu scolaire des violences de toute nature de la part d'adultes ayant autorité. Sur ce second point, notre travail prolonge en quelque sorte celui mené dans le cadre de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance qui a récemment publié ses conclusions. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai les premières questions, puis je donnerai la parole à nos rapporteurs, Mme Violette Spilbou et M. Paul Vanier. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à lever la main droite, et messieurs, et à dire « je le jure ». Dans l'hypothèse où les personnes vous accompagnant auraient vocation à intervenir, je leur demanderai de faire de même. Juste une précision technique, il faut ouvrir le micro quand on parle et l'éteindre quand on a terminé. Ça évitera de répéter. Je vous remercie. Donc, je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vous poserai 3 questions d'ordre général avant de céder la parole à nos rapporteurs. Pourriez-vous rappeler à grands traits le rôle que jouent les départements en matière de protection de l'enfance ? Existe-t-il des spécificités s'agissant de la protection apportée aux enfants en leur qualité d'élèves, dès lors qu'ils subiraient des violences en milieu scolaire de la part d'adultes ? Enfin, sur l'année scolaire encore en cours, quel est le montant global des subventions versées par les départements aux établissements scolaires relevant de leur champ de compétences ? Merci, Madame la Présidente. Madame et Monsieur les rapporteurs, d'abord vous remercier pour votre convocation à cette audition dans le cadre d'une commission d'enquête, même si cette commission d'enquête, même si dans le cadre des compétences des départements, s'agissant de violences au sein d'un établissement scolaire, ce n'est pas strictement de notre compétence, mais j'y reviendrai. Mais en tout cas, d'abord vous dire que comme tous les Français, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de parents, je tiens vraiment à exprimer ma profonde compassion pour toutes les victimes de ces violences, parce qu'on sait des traumatismes, le traumatisme et les profondes cicatrices que cela laisse pour les personnes. On a entendu tous les témoignages, et vous-même dans la commission d'enquête, et donc effectivement que le Parlement s'engage aussi parallèlement aux enquêtes judiciaires de faire la vérité, en tout cas de parvenir et à faire en sorte que de tels faits ne se reproduisent pas. Évidemment que le département de France, qui a aussi par ailleurs la responsabilité de la protection de l'enfance, souhaitait, enfin en tout cas participer avec beaucoup d'engagement à cette commission d'enquête. D'abord, de tels drames qui touchent tous les Français, évidemment, sont inacceptables parce qu'ils touchent les plus fragiles. Et puis là où les parents devraient être ceux qui accompagnent, qui protègent, ou les adultes, ceux qui, particulièrement dans l'enseignement, ceux qui protègent et accompagnent dans leur vie de citoyen, lorsqu'ils sont les auteurs de violences, en tout cas, on voit bien combien c'est un sujet lancinant, et au-delà, combien la protection de l'enfance est un sujet lancinant. D'ailleurs, on a participé là aussi avec beaucoup d'engagement à la commission d'enquête qui a été engagée par le Parlement
Et on a répondu à toutes les questions, évidemment, sur une situation qui est extrêmement complexe et difficile à vivre. Évidemment, c'est pas la protection de l'enfance, et Florence Dabin est là, elle pourra en témoigner, c'est pas une compétence comme une autre, c'est d'abord une préoccupation permanente, une mission exigeante qui nous oblige tous. Hein. La justice, la santé, l'éducation nationale, et qui relève de toute la responsabilité. Nous avons, je dois vous le dire, face au nombre grandissant de faits de violence à l'égard de nos enfants, c'est un sujet qui est devenu un véritable sujet de société aujourd'hui, pour lequel nous devons tous agir dans le respect des compétences de chacun. Mais je vous le disais, dans un contexte de montée des précarités, de fractures sociales, de problématiques de santé mentale, des problématiques de violence juvénile. Juste en vous répondant, je veux vraiment vous préciser que sur les données, DF d'abord est une association. Hein, on porte la parole des départements qu'on recueille, et on a des données que nous recueillons. On ne les possède pas toutes, donc si d'aventure des questions auxquelles nous ne pourrions pas répondre immédiatement, je vous garantis que tous mes services seront mobilisés, tous nos services seront mobilisés pour vous transmettre les réponses dans les meilleurs, dans des délais extrêmement brefs, dans la journée si possible, mais en tout cas le lendemain. Donc voilà, simplement. Donc oui, vous le savez, nous avons la charge des collèges, mais on a une charge des collèges, des départements sur le plan strictement fonctionnel, c'est-à-dire c'est le bâti scolaire, ce sont nos personnels techniques, et puis la restauration, à l'exception des établissements privés, sauf exception, pour lesquels la restauration relève de l'établissement. Donc, certains, depuis la loi Fallou, donc le financement, vous le savez, des établissements privés sous contrat est une obligation. Certains départements vont un peu au-delà de cette obligation, mais toujours dans le respect de la loi, notamment en finançant pas simplement du fonctionnement de l'établissement, mais en finançant des projets de rénovation, d'investissement, dans la limite, vous le savez, de 10%. Dans 10%, et donc pour des équipements de grande ampleur, et tous ne le font pas d'ailleurs. Hein. Mais enfin, ça, c'est la liberté de chacun des départements dans le respect des limites fixées par la loi. Donc, que ce soit pour les établissements privés ou les établissements publics, nos relations avec les collèges sont donc essentiellement des relations budgétaires, financières, d'équipement, et puis d'équipements parallèles pour les collèges publics, surtout des problèmes informatiques, etc., au travail avec les rectorats et les directions départementales. Vous dire aussi que nous sommes en charge du suivi des enfants, pour la santé des enfants, pour le suivi des enfants, même avant la naissance, puisqu'on accompagne à travers nos services de PMI, protection maternelle infantile, la grossesse, les mamans, quand elles deviennent mamans, les problématiques particulières qu'elles peuvent ressentir. Et pour la santé des enfants, nos services de PMI suivent les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Dans mon département, par exemple, tous les enfants de moins de 6 ans sont vus au moins une fois par un médecin ou une infirmière en pratique avancée, selon les départements, pour prévenir et accompagner le soutien à la parentalité. Pour la protection de l'enfance, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, dans la protection de l'enfance, nous avons une autorité administrative, mais il y a une autorité judiciaire, qui sont notamment les juges pour enfants. Et ça, j'ai eu l'occasion de l'exprimer devant la commission d'enquête qui a été organisée par le Parlement. Et nous avons, il faut que vous le sachiez, 75% des placements aujourd'hui, lorsque les enfants sont en situation de danger, qui sont décidés par des juges, ce qui nous pose d'ailleurs d'autres difficultés, soit des accompagnements au sein du domicile, c'est-à-dire des mesures, soit des accueils familiaux, c'est-à-dire on cherche des familles d'accueil, ce qui est de plus en plus compliqué, ou au sein d'établissements de l'ASE. Ça, c'est pour brosser le panorama. Mais ce que je veux rappeler, c'est que le premier responsable, lorsqu'il n'est pas défaillant, et que, en l'occurrence, c'est l'autorité parentale est assumée par les départements, le premier protecteur de l'enfant, c'est le parent. Et je veux le redire tout simplement. Donc, si un enfant subit des violences au sein d'un établissement scolaire, c'est le détenteur de l'autorité parentale qui doit le protéger en premier lieu, parce que c'est lui qui l'exerce. Je veux le redire pour que les choses soient extrêmement claires. Après, je répondrai à toutes les questions. Et donc, les violences qui font l'objet de cette commission d'enquête ne relèvent pas de la compétence des départements, puisque nous n'exerçons pas d'autorité sur les personnels, d'abord sur les enfants évidemment, parce qu'ils ont des parents, et en plus sur les personnels de ces établissements, quels que soient d'ailleurs les établissements, en dehors pour les établissements publics, pour un propos général,
au dehors pour les établissements publics, des personnels techniques ou de restauration, pour lequel, vous le savez, nous avons réclamé avec la loi 3DS une autorité fonctionnelle que nous n'avions pas. Le débat se poursuit pour que nous ayons une autorité fonctionnelle sur nos propres personnels dans les établissements publics, je précise. Donc il y a des accords qui ont été trouvés, mais ce n'est pas généralisé. Alors, naturellement, quand il y a des violences du type de celles qui ont été portées à connaissance dans l'établissement qui fait l'objet de cette commission d'enquête, il est porté à connaissance, notamment via les CRIP, des cellules de recueil et d'informations préoccupantes. Et évidemment, on ne laissera jamais, lorsqu'une information nous est communiquée, une situation de violence grave sans réponse, dès lors qu'elle nous est signalée. Je précise bien, dès lors qu'elle nous est signalée. Sur le fonctionnement des CRIP, donc depuis la loi de 2007, tous les départements se sont organisés pour organiser le recueil, la centralisation et le traitement des informations préoccupantes, les CRIP sont des services départementaux, je le précise. Nous avons en Côte d'Or, par exemple, 9 personnes qui travaillent principalement, des travailleurs sociaux, psychologues et secrétaires. Donc, le CRIP, quel est son rôle? Donc, il reçoit des informations entrantes. Donc, elles ont un rôle de centralisation, de filtre aussi des informations préoccupantes, parce qu'on on peut recevoir qui sont inspirés par d'autres motifs que la protection de l'enfant, dans des circonstances de séparation, etc. Donc, après une première analyse, on transmet aux équipes en charge des évaluations. Un premier traitement donc, a lieu sous 48 heures. Si le danger est grave et immédiat et relève d'un fait à caractère pénal, on est sur un signalement qui est adressé directement au parquet. Donc, voilà. Une information préoccupante, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une inquiétude ou une alerte que l'on souhaite poser dans l'intérêt de l'enfant, qui nécessite une évaluation, notamment, l'évaluation se fait dans son environnement familial. Donc, une IP peut donner lieu à un signalement au terme de l'évaluation parce que la famille refuse l'évaluation. Voilà. Dès lors qu'on est saisi d'une information préoccupante. Bon, alors pour vous dire, par exemple, en Côte d'Or, nous avons eu 3279 informations entrantes, toutes confondues. Elles augmentent. Et nous avons eu, sur ces 3279, 2450 informations qualifiées de préoccupantes. Et donc, 491 signalements effectués après évaluation. C'est pour vous donner des ordres d'idées lorsque nous sommes saisis. Alors, que lorsque l'alerte intervient dans un établissement scolaire, alors elle peut intervenir par des professionnels, la CRIP va orienter l'appelant vers les autorités d'abord d'éducation nationale et conseiller d'en informer les parents, qui doivent agir en tant que premier protecteur de l'enfant. Donc, vous voyez, on est informé, on nous le signale, les parents sont informés. Dans le cas spécifique où c'est un enfant de l'ASE qui en serait victime, parce que ça, évidemment, c'est là où on exerce l'autorité parentale, et bien, l'autorité parentale est exercée par le président du conseil départemental, la présidente, c'est par de tutelle, délégation d'autorité parentale. Et alors, on sera amené à porter plainte nous-mêmes, c'est-à-dire nous substituer à la famille en tant que titulaire d'autorité parentale. Donc, il faut bien que vous sachiez, que vous compreniez que le département n'est concerné que si l'enfant est en danger au sein de sa famille. C'est-à-dire que lorsqu'on a un signalement d'un problème, d'une information préoccupante, nous allons en direction de la famille pour investiguer la situation. C'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué une situation. Donc on n'intervient pas autrement que dans la famille. Et donc les violences commises au sein d'un établissement scolaire par une personne ayant autorité relèvent, je tiens à le redire, relèvent de l'éducation nationale, Madame la Présidente. Ça relève. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est important ce que je disais. Enfin, c'est pas subsidiaire là, parce que quand c'est des violences au sein d'un établissement par une personne ayant une autorité, ça relève de l'éducation nationale. Je poursuis ou vous voulez que je m'arrête? On a plein de questions. Mais je vais juste vous dire, non, mais pour qu'on fixe bien le panorama, parce que ça évitera les questions sur l'organisation. Alors, et donc, en cas de violence, l'éducation nationale, elle est fondée à nous adresser en direct un signalement, ou en tout cas un direct signalement à l'autorité judiciaire. Elle peut saisir elle-même l'autorité judiciaire lorsqu'il y a des faits qui ont été commis par un enseignant, une personne qui est autorité dans l'établissement. Elle est fondée à adresser en direct un signalement à l'autorité judiciaire. Elle doit en adresser une copie
au président du département concerné pour son information en tant que chef de file de la protection de l'enfance. On peut alors regarder si l'auteur des faits est déjà connu des services du département et donc regarder la situation. C'est assez clair. Hein. Et donc ensuite le signalement. Je dis simplement que lorsqu'il y a un cas de violence qui est décelé par l'autorité à l'intérieur d'un établissement, c'est l'Éducation nationale qui est invitée, qui est fondée à adresser un signalement direct à l'autorité judiciaire. Et elle nous en adresse une copie au président du département pour information, en qualité de chef de file de la protection de l'enfance, pour regarder si l'auteur des faits est déjà connu de nos services. Voilà, c'est assez simple. Et donc, le suivi des signalements relève alors de la justice. Mais je vous dis bien, quand l'Éducation nationale a adressé un signalement à l'autorité judiciaire. Et en résumé, les départements, nous, on est là pour soutenir des parents en difficulté, à se substituer à eux en cas de défaillance et pas se substituer à une autre institution telle que l'Éducation nationale. Donc, les choses sont extrêmement claires. On note une hausse significative en ce moment des informations préoccupantes reçues par les CRIP, je vous l'ai dit. Nous avons aussi de plus en plus d'enfants à protéger. Sans doute qu'il y a une prise de conscience qui est salvatrice, mais qui nécessite une réponse beaucoup plus adaptée. Mais c'était l'objet de la précédente commission d'enquête. Donc, sur les relations avec l'Éducation nationale, je m'arrête là, madame et monsieur le rapporteur, madame la présidente. Le circuit, il est connu de l'Éducation nationale, puisque l'Éducation nationale est devenue pratiquement, selon les départements, le premier pourvoyeur d'informations préoccupantes. Donc il y a eu une sensibilisation au sein de l'éducation, et donc s'agissant de situations de l'enfant en danger, au sein de sa famille, je dis bien. Donc on a signé d'ailleurs avec l'Éducation nationale des protocoles locaux, pas partout, mais qui existent. Les échanges sont assez fluides. Je vous l'ai dit, non pas assez, les échanges sont fluides avec l'Éducation nationale. Ce qu'il peut y avoir, alors là, je le dis, lorsque le signalement est transmis à l'autorité judiciaire, il nous arrive en tant que département de découvrir des situations a posteriori via l'autorité judiciaire. C'est là où il faut qu'on soit informé préalablement, ou en tout cas en même temps. Donc il peut y avoir des délais, et ça joue quand, par exemple, c'est au moment des vacances où là on nous transmet des documents en plus grand nombre à la veille des vacances scolaires, ce qui nous a d'ailleurs, ce qui peut aussi avoir du temps perdu pour l'enfant. Alors est-ce que ça, il faudra que vous investiguiez sur ce sujet? Est-ce que c'est parce que les enseignants se sentent bien seuls parfois? Est-ce qu'ils craignent la réaction des parents ou les représailles lorsqu'il y a un signalement? Donc ils le signalent avant les vacances. Voilà, donc on a signalé cela aussi à l'Éducation nationale. J'insiste aussi sur un point, c'est sur la médecine scolaire. Je vous l'ai dit, nous sommes responsables pour ce qui nous concerne de la grossesse, PMI, etc., suivi de la parentalité jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ensuite, il faut reconnaître, je le dis très simplement, qu'il y a une extrême fragilité de la médecine scolaire en France. Et c'est une préoccupation aussi pour nous. Elle est une faiblesse, je le dis, dans le cycle de prévention et de suivi de l'état de santé des enfants, et c'est un enjeu majeur pour notre pays. Vous avez vu l'actualité récente de ce qui s'est passé notamment à Nantes, où un jeune lycéen qui a poignardé un camarade mortellement. Et je pense qu'il y a vraiment une priorité, elle était indiquée par le gouvernement, mais il faut qu'elle passe dans les faits, sur la santé mentale des jeunes en particulier. Ça, c'est un véritable souci, une préoccupation constante. Vous voyez, seuls 18% des élèves de 6e ont bénéficié de la visite de dépistage infirmier, pourtant obligatoire à 12 ans. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc de plus en plus de départements, aussi, il faut bien que vous le sachiez, se retrouvent démunis en termes de santé mentale, de présence de pédopsychiatres. On estime aujourd'hui qu'il y a 30% des départements français qui n'ont plus sur leur sol de pédopsychiatres. C'est vous dire un peu le drame qu'on vit en matière de santé mentale. Voilà. Donc, l'école, c'est un service public fréquenté par les enfants. C'est pas anecdotique et ni anodin que ce soit là, évidemment, que la plupart des signalements soient faits. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il faut renforcer les liens avec tous les partenaires
dont l'éducation nationale, chacun devant assumer sa responsabilité. On ne peut pas se substituer à la responsabilité des parents dans l'enceinte de l'éducation nationale. Donc ça appartient à l'éducation nationale de prendre les mesures que je vous indiquais, notamment de saisir le parquet en cas de violence avérée, en tout cas identifiée. Les relations avec les DAZEN sont plutôt fluides et opérantes. Ce qu'il faut surtout, c'est que pour les DAZEN, la procédure de nous prévenir d'un acte qui aurait été commis à la sein de l'établissement soit bien opérée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, il faut encourager sans doute des relations encore plus fluides, notamment de procédure lorsqu'il y a un signalement fait auprès du parquet. Oui. Je me permets cette précision parce que c'est... On va vous le couper. Et justement, c'est vous permettre de développer sur ce point. Vous dites que les DAZEN ne vous informent pas systématiquement d'actes commis... Il peut arriver que des DAZEN ne vous informent pas d'actes commis au sein de l'établissement. Vous évoquez des actes... par exemple, un parent qui... Je vais juste terminer ma question. Par exemple, un parent qui commettrait un acte de violence sur son enfant devant l'entrée de l'établissement ou à la sortie de l'établissement. Vous évoquez ce type de violence intrafamiliale, donc aux abords de l'établissement. Ou, par exemple, vous évoquez des violences commises par des adultes ayant autorité au sein de l'établissement sur un enfant. J'ai bien dit, c'est pas au sein de l'établissement. Lorsqu'il y a des violences qui sont commises au sein de l'établissement, elles relèvent de la responsabilité de l'Éducation nationale, qui transmettent, qui saisissent, qui ont la charge de saisir l'autorité judiciaire si nécessaire, et qui doivent nous informer de la situation, c'est-à-dire de la transmission à l'autorité judiciaire, pour qu'on puisse regarder nous-mêmes l'aspect social, si l'auteur présumé des faits relève d'un accompagnement ou a eu des antécédents, etc. C'est simplement un échange d'informations. Voilà. Mais c'est d'abord, c'est leur responsabilité de saisir. Donc on n'est pas... Je vous dis, il arrive qu'on soit informé par l'autorité judiciaire. Il arrive qu'on soit saisi par l'autorité judiciaire ensuite de faits commis, alors qu'on devrait l'être beaucoup plus dès que les faits se produisent. Je vous remercie. Nous allons laisser la parole au rapporteur pour des questions plus précises. Bon, Monsieur le Président, je vous remercie puisque vous avez effectivement, dans un propos liminaire, vraiment brossé l'ensemble d'abord de la répartition des responsabilités et très clairement ce qui se passe dans l'enceinte de l'école, du collège, de l'établissement scolaire et de la responsabilité de l'éducation nationale. La protection de l'enfance se concentre sur l'intrafamilial et la protection de l'enfant dans le cadre intrafamilial. Si on vous a proposé de venir nous voir et d'être auditionné par cette commission, c'est parce que dans les cas de visite sur pièce et sur place que nous avons fait, où il y a eu de graves dysfonctionnements du contrôle de l'État dans son ensemble, en rentrant dans le détail des signalements et des échanges d'informations que vous évoquez, nous sommes tombés sur plusieurs dysfonctionnements de ces transferts d'informations qui ne mettent pas forcément en cause ce partage des responsabilités, mais qui posent question sur la pratique. Et je vous remercie d'avoir expliqué tous les cas généraux qui fonctionnent bien, mais on va se concentrer sur notre demi-heure de questions que nous avons, sur les cas où ça n'a pas fonctionné, non pas pour jeter l'opprobre sur les départements, on sait la charge que vous avez, il y a un rapport sur la protection de l'enfance, il y a plein de sujets à régler, mais plutôt de voir dans le rapport sur les modalités du contrôle de l'État, là où il faut appuyer, là il faut, soit par une circulaire, soit par un sujet législatif, faire en sorte que les interstices qui n'ont pas fonctionné ne se reproduisent plus. Dans ce cadre-là, vous avez expliqué que normalement, finalement, un enseignant qui recueille le témoignage d'un enfant violenté par un cadre éducatif ou un enseignant devrait faire la remontée à sa hiérarchie ou lui-même faire un article 40. On a eu plusieurs débats avec les syndicats et les enseignants là-dessus. Il ne devrait pas saisir le département. Et le DAZEN fait copie au moment où il saisit l'autorité judiciaire à la protection de l'enfance. On a vu aussi dans de nombreuses auditions que c'est très peu clair pour les enseignants, très peu maîtrisé comme process, très aléatoire
selon les territoires, qu'il existe ou pas, vous l'avez dit vous-même, des protocoles locaux, et que faire la distinction selon le fait, pour un enseignant ou quelqu'un qui recueille la parole, la distinction entre je dois faire un article 40 ou je fais une information préoccupante ou je fais les deux, voire même bien remplir une information préoccupante n'est pas si simple. Et donc, je vais vous poser une question sur la fois où ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire, c'est un cas, enfin pas idéalement, c'est un enseignant qui, au lieu de faire un article 40 ou de saisir sa hiérarchie, fait une information préoccupante sur une agression sexuelle par l'un de ses collègues envers des enfants. Il l'envoie à la CRIP. C'est arrivé, et les témoignages que l'on a, c'est que c'est long, on n'a pas forcément de retour, on ne sait pas. Et donc, ma question, c'est, quand ça arrive à la CRIP, théoriquement, est-ce que vous renvoyez vers l'éducation nationale, vous saisissez le DAZEN dans le cadre de vos échanges, formels ou informels, pour qu'eux fassent le signalement article 40, ou est-ce que vous faites quand même un signalement article 40 pour blinder l'affaire, ou est-ce que c'est aléatoire? Et est-ce qu'il faut là travailler un sujet? Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, plusieurs éléments. Tout d'abord, je vais vous rejoindre, Madame la rapporteure, sur l'information ou le besoin de sécuriser aussi les enseignants, les professeurs, et peut-être différentes lectures, à la fois les professeurs du premier degré et les professeurs du second degré, parce qu'on voit bien aussi qu'il n'y a pas le même accompagnement. Ils ne sont pas non plus accompagnés par des professionnels dédiés, comme ça peut exister dans les collèges et les lycées la plupart du temps. Je m'autorise à prendre ma vie personnelle, professionnelle. J'ai enseigné pendant 20 ans au premier degré. On voit bien qu'il y a une faille, et je m'en suis d'ailleurs ouverte lors d'une rencontre récente auprès de la ministre d'État Elisabeth Borne, sur le besoin spécifique des enseignants du premier degré à être formés, acculturés sur le sujet des informations préoccupantes. Comment ça doit fonctionner? Vers qui je me tourne? Ma chef d'établissement, mon chef d'établissement, et qu'est-ce qui en découle pour justement éviter ce que pointait le président Sauvadet, à savoir l'afflux des informations préoccupantes, souvent fin juin, début juillet. Donc on imagine bien qu'on n'est pas là pour ajouter de la pression sur nos professionnels dans les départements, mais encore une fois sur l'accompagnement de l'enfant. Il y a peut-être des faits qui en effet se sont déroulés au soir du mois de juin, mais peut-être que certains couvaient ou ont même existé et été de manière prégnante vécue pendant des mois. Donc il y a ce sujet de la formation et de la connaissance qui, pour moi, et c'est un avis personnel de citoyenne, j'ose le dire, que ça devrait faire partie d'un bloc de formation que l'on enseigne dans le privé, dans le public, qu'on sache et que l'on puisse sécuriser. C'est-à-dire qu'on n'ait pas peur du regard des commerçants de la commune, des autres parents, et qu'on ne soit pas déstabilisé en tant qu'enseignant de voir des fois des gendarmes, pour prendre un exemple concret, arriver, même s'ils le font très bien et le plus discrètement possible, venir accueillir un enfant qui, si je prends un circuit, serait après accompagné vers une unité d'accueil pédiatrique et d'enfants en danger. Exemple. Donc un besoin déjà de formation pour sécuriser et qu'on sente que l'on n'est pas seul en tant que professeur, en tant que chef d'établissement. Et puis, se pointe aussi le lien. C'est-à-dire qu'en effet, une fois qu'on a fait le signalement, une IP, qu'on a appelé le 119, par exemple, il se passe quoi derrière? En effet, cette méconnaissance. Et j'ai proposé, en tout cas, on va le mettre en place dans le département de Maine-et-Loire que j'ai l'honneur de présider, c'est-à-dire des temps spontanés, vient qui veut, vient qui peut aussi pour tous les enseignants, quel que soit premier ou second degré, de savoir mais quels sont les métiers derrière la cellule de recueillement d'informations préoccupantes. C'est-à-dire prendre une situation de vie qui se passerait dans leur établissement et quel va être le parcours de signalement derrière pour aussi, quelque part, clarifier, simplifier, sécuriser et montrer que c'est en effet l'affaire de tous les partenaires. Si on prend en effet cet exemple de dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu une IP, c'est arrivé à la CRIP et ça n'a visiblement pas été statué en temps et en heure. C'est vrai que le délai légal, c'est 3 mois. Sauf que chacun, normalement, a une conscience professionnelle et aussi de responsabilité politique et pénale qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un danger grave et imminent, on signale immédiatement au parquet.
avec évidemment information auprès de l'éducation nationale, et ça suit le parcours dit traditionnel. Ça, pardon, je vous en prie, madame. Donc, ce que vous nous dites, c'est que s'il n'y a pas eu d'article 40 au sein de l'éducation nationale et que c'est une information préoccupante qui est envoyée à la CRIP, le conseil départemental, un peu contrairement à ce que vous dites en termes de partage de responsabilité, fait quand même de façon systématique un article 40 pour ne pas refiler le bébé à l'éducation nationale. Ça, vous pensez que c'est partout dans tous les départements ou non, c'est idéalement? Alors, c'est idéalement, et il faut être honnête, c'est-à-dire que par rapport à l'affluence, malheureusement, du nombre d'informations préoccupantes qui arrivent, on a beau avoir recruté massivement des professionnels dans tous les départements, on ne peut pas dire que le système est parfait. Il faut être honnête et il faut être en humilité par rapport à cela. Mais la réalité, c'est bien de signaler immédiatement. Sujet distinct. Il y a le sujet d'actes qui seraient délictueux, criminels, commis par un enseignant ou commis par un personnel de l'éducation nationale. Ça relève de l'autorité du principal ou du gestionnaire de l'établissement. Je vous le dis, ça relève de son autorité. Je vous rappelle que nous n'avons aucune autorité fonctionnelle jusqu'à encore il y a quelques années sur l'ensemble de nos personnels, c'est-à-dire de ceux qui assument la restauration et ceux qui assument l'entretien des agents. Nous n'avions jusqu'à présent, alors que nous les rémunérons, aucune autorité fonctionnelle. J'ai mené au nom du département de France un combat réel pour simplement obtenir un amendement dans la loi 3DS qui s'est transformé par un décret d'application au contour extrêmement limité. Nous avons dû engager une négociation syndicale pour simplement avoir l'autorité fonctionnelle, un partage de l'autorité fonctionnelle sur les agents qui relèvent de notre responsabilité. Non, mais c'est très précis. Donc, ceux qui relèvent... Alors, je pense qu'il y a là aussi... on a des relations assez fluides avec l'éducation nationale, mais il faut rappeler aussi à l'éducation nationale et donc à faire ce travail de formation pour qu'ils s'assurent que leur personnel se comporte de manière digne, dès lors que ça relève de faits délictueux relevant de l'éducation nationale à l'égard des enfants, ça ne relève pas de la compétence des départements. C'est ça que je veux dire. Ensuite, la conséquence, une fois que le parquet est saisi, que ça nécessiterait... Ah ben voilà, avant, c'est la responsabilité de l'éducation nationale. Oui, vous voulez bien. Pardon, je vais reformuler ma question. Aujourd'hui, un enseignant qui fait une information préoccupante, malgré tout ce que vous dites, concernant un délit d'un autre enseignant, un viol, une agression sexuelle, c'est pas parce que c'est pas votre compétence. Le sujet est quand ça vous arrive, qu'est-ce que fait la CRIP et est-ce que c'est codifié très clairement? Alors, effectivement, le schéma théorique, je ne dis pas que ça se passe dans 100% des cas, mais le schéma théorique, c'est effectivement, donc, comme le dit le président Sauvaden, le principe, c'est que c'est bien l'éducation nationale qui est responsable et qui devrait saisir l'autorité judiciaire. Mais si nous sommes réceptacles d'une information, quelle qu'elle soit, via la CRIP, évidemment, ça peut être via la CRIP, mais quelle qu'elle soit, puisque au titre de l'article 40, en tant que fonctionnaire et a fortiori en tant que fonctionnaire départementaux chargés de la protection de l'enfance, nous sommes chargés de signaler au parquet toute information. Et donc, si le cas que vous citez, par exemple, ce qui se passerait, et je pense que c'est quand même ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est que le collègue qui reçoit l'information, donc à la CRIP, tous les jours, toutes les informations qui arrivent sont lues. C'est-à-dire que on s'assure au moins dans la journée qu'elles soient toutes lues pour repérer les urgences, en fait. Et un viol, évidemment, c'est une urgence, et surtout si l'enfant est encore soumis au professionnel ou à l'adulte qui l'a violé. Donc elles sont toutes lues dans la journée. Si c'est urgent, on traite en priorité. Dans un délai de 24 heures, on va saisir le parquet. Et donc le professionnel qui verrait ça, il appellerait immédiatement l'éducation nationale et il dirait, voilà, est-ce que vous avez besoin d'un soutien pour formaliser le signalement, puisque normalement, effectivement, le signalement doit être formalisé par eux. Donc est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à le formaliser, puisqu'on a aussi un rôle de conseil quand même. Et si l'enseignant, par exemple, dit moi je me sens pas dans l'enseignant, normalement, je pense que ça a dû vous être dit, il peut aussi faire un article 40 sans sa hiérarchie, tout comme ton fonctionnaire. Mais s'il se sent pas de le faire pour une raison ou pour une autre, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des systèmes structurellement violents et que c'est pas toujours facile de faire un signalement, on se substituerait, puisque nous avons l'obligation de faire un signalement, même si ce n'est pas notre responsabilité première, nous le ferions et nous informerions le DAZEN que nous avons fait un signalement article 40, effectivement. Donc, ou alors on informe le DAZEN, on échange avec le DAZEN pour s'assurer... Dans l'idéal, c'est lui qui... Dans cette hypothèse,
Attendez, parce que... Dans cette hypothèse, il y a un dialogue avec le DAZEN qui se produit, un dialogue avec le DAZEN pour lui d'abord vérifier l'authenticité des faits et s'il a eu connaissance, et puis de prendre des mesures judiciaires nécessaires et de shorter. Voilà. Et peut-être excusez-moi, pour ajouter juste qu'on serait aussi en lien avec les parents, puisque les parents de cet enfant, si l'enfant est-ce qu'il en a parlé à ses parents? S'il en a parlé à ses parents et que ses parents sont informés, notre rôle, c'est aussi de savoir est-ce que les parents peuvent porter plainte? Est-ce que les parents sont en capacité d'agir pour défendre l'intérêt de leur enfant, ou est-ce qu'il faut qu'on les accompagne? Voilà, on serait donc en soutien aux parents et en soutien à l'enseignant ou aux professionnels qui nous saisit. Oui, puisque le temps court et les rapporteurs ont d'autres questions. Violette Spilbou continue et après nous passerons la parole à M. Paul Vannier. Est-ce que dans les pratiques que vous évoquez, dont on sait que l'application dépend aussi de la formation, de la bonne connaissance des process, et on a vu les endroits où ça fonctionne plus ou moins bien, donc on sait qu'on a tous, dans les collectivités territoriales comme à l'éducation nationale, des progrès à faire. Est-ce que ce cas que j'évoque d'une information préoccupante pour quelque chose qui devrait relever de l'éducation nationale, qui parfois est fait selon certains enseignants parce qu'ils veulent éviter de devoir passer par la hiérarchie qui pourrait être complaisante dans certaines violences systémiques, est-ce que ça arrive à votre connaissance? Est-ce que au sein de l'Association des départements de France, vous avez un suivi national des relations avec l'éducation nationale sur le sujet des violences dans l'école, qui ferait apparaître qu'il y a ce type de procédure qui est trop souvent sollicité avec des mesures correctives, ou est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, reste à la marge et aujourd'hui un process plutôt bien maîtrisé? Un process où on travaille avec l'éducation nationale, notamment pour améliorer les faits, notamment, je vous l'ai dit, lorsqu'il y a au parquet, lorsqu'il y a des retards, s'il y avait par exemple un retard de communication de la plainte, pour qu'on puisse éventuellement aller suivre dans la famille, les deux familles d'ailleurs concernées, suivre ce qui se passe. Là, on a un dialogue constant, enfin on essaye en tout cas d'améliorer les process au fur et à mesure. Mais en tout cas, d'une manière très générale aujourd'hui, on le constate avec les chiffres d'ailleurs qui sont en augmentation, il y a une vraie sensibilisation aujourd'hui de l'éducation nationale. Est-ce que c'était le cas il y a quelques années? Je n'en sais rien, c'est à vous de le déterminer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le voit, il suffit de voir le nombre de signalements qui émanent de l'éducation nationale elle-même. Et dans la très grande majorité des cas, les relations sont établies, j'ose pas dire fluides parce qu'il s'agit de drame humain, donc on ne peut pas parler de fluidité, mais en tout cas l'échange d'informations et de responsabilités se fait plutôt bien, je vous l'ai dit. Et lorsqu'il y a des cas qui se produisent, évidemment on a un dialogue extrêmement constant avec l'éducation nationale, franchement. Maintenant, il faut que l'éducation nationale aussi sensibilise sur les procédures dans le contexte de violence qu'on traverse de nos sociétés, soit sensibilisée. Puis vous parliez aussi de l'extérieur des établissements. Là, c'est une responsabilité que nous avons en partage. Alors, nous, on prend des mesures de protection, on peut, à l'extérieur des collèges, en équipant soit des mesures de sécurité classiques, c'est-à-dire des caméras, etc. On le fait de manière partagée en fonction avec les principaux de collège, qui sont les premiers concernés parce qu'ils ont un rôle d'autorité, y compris sur les phénomènes d'intrusion ou sur les phénomènes de protection. Donc on a un dialogue constant et on adapte par exemple les mesures de protection qui pourraient venir d'agressions de l'extérieur ou d'agressions internes qui nécessitent des fermetures de classes et des process de fermeture, d'alerte, etc. Et d'ailleurs, dans les alertes, il faudra qu'on se penche sur un sujet, c'est qu'il y ait un jour une harmonisation de l'alerte en cas d'intrusion dans un collège ou en cas de drame à l'intérieur qui nécessite des fermetures automatiques des portes, puisqu'il y a une sensibilisation aux phénomènes d'agression, cette fois qui peuvent être des agressions au couteau, etc. Donc il y aura peut-être à réfléchir de manière plus générale, parce qu'il y a un système d'alerte coordonné. Merci pour vos réponses. Surtout quand les enseignants sont dans des... Non, mais parce qu'il y avait une question tout à l'heure... Oui. Il y avait une question tout à l'heure à l'extérieur. Mais ça se fait en lien avec les communes, avec les... Si vous voulez bien, je vais reprendre la parole et la donner à M. Vannier, rapporteur. Merci. Merci Madame la Présidente. Je reviens sur ce cas limite, celui d'un signalement d'une violence commise par un adulte ayant autorité sur un élève qui emprunte un canal qui n'est pas prévu pour ça, celui de l'information préoccupante. Et qui vous... donc,
Cette information vous est transmise, vous faites article 40, vous faites appel immédiat à l'éducation nationale, au DAZEN si j'ai bien compris, à l'inspection académique, et vous informez les parents de façon à s'assurer qu'ils soient au courant, qu'ils puissent éventuellement engager une procédure judiciaire. J'ai bien compris le circuit, la réponse plutôt type que les départements apportent en principe dans ce type de situation. Cette information aux parents, comment est-ce qu'elle est organisée? Concerne-t-elle uniquement les parents de l'élève qui est évoqué dans le cadre du signalement ou concerne-t-elle tous les parents de la classe d'un adulte ayant autorité qui est, par exemple, dans le cadre de ce signalement, décrit comme un agresseur sexuel, par exemple, avec l'hypothèse qu'il ait agressé d'autres enfants de la classe? En fait, nous, on va plutôt demander à la personne qui nous a signalé si le parent est déjà au courant, parce que c'est pas à nous d'informer les parents. En fait, on connaît pas les parents, on ne sait pas comment ils vont réagir, on ne sait pas ce que l'enfant leur a dit ou pas voulu leur dire. Donc nous, après, quand il y a un signalement qui est fait à l'autorité judiciaire, le parquet va ouvrir une enquête, et c'est souvent comme ça que les parents, si les parents n'ont pas été informés avant, c'est par le biais de l'enquête qu'ils vont être informés. Mais nous, on n'a pas la responsabilité d'informer le parent si un enfant a été maltraité ou violenté dans un établissement scolaire. On va vérifier, on va demander à l'enseignant est-ce que le parent est informé, est-ce que l'enfant lui a parlé ou pas. Évidemment, après, c'est différent si l'enfant est confié à l'aide-soignant enfance, mais ça, c'est un cas particulier. Oui, c'est un cas particulier. Et donc, si l'enseignant qui a fait l'IP vous indique, par exemple, que les parents ne sont pas informés, vous espérez que la justice, parallèlement saisie via un article 40, se charge de cette information? Après, c'est l'enquête pénale qui... Nous, on ne peut pas intervenir comme ça dans l'enquête pénale non plus. Donc, nous, on informe la justice et après, c'est le rôle de la justice de mener son enquête. Très bien. Dans l'hypothèse où un conseil départemental est informé, quelle que soit la façon dont il l'est, de faits de violences physiques ou sexuelles commises par un enseignant dans un établissement privé sous contrat. Je viens sur ce type d'établissement particulier. Vous avez rappelé, M. Sauvadet, en début d'audition, dans quel cadre les financements des départements, financements obligatoires et facultatifs, intervenaient pour ces établissements privés sous contrat. Dans l'hypothèse où un conseil départemental, au moment où sa commission permanente va discuter de ces subventions chaque année, est informé de faits de violence commises par des enseignants ou des adultes ayant autorité dans l'établissement, comment la question du financement, notamment du financement facultatif, est-elle généralement appréciée? Est-ce que c'est un élément qui qui est pris en compte dans le cadre du débat au sein du conseil départemental avant le vote de la subvention à l'investissement d'un établissement? En fait, si on était saisi de propos comme ça, on dirait, tiens, quand on croise le recteur ou le directeur, on appelle le directeur, on dit, écoutez, allez voir ce qui se passe là-bas, parce qu'on a eu des échos, on a des relations fluides, qu'on dit, allez voir. Enfin, je le répète, on est dans une responsabilité, il faut bien que chacun le mesure, hein, c'est une responsabilité d'établissement. Il y a une responsabilité d'établissement, c'est là où vraiment... Et nous, je vous ai dit, monsieur le rapporteur, je vous ai dit la difficulté que personne aujourd'hui n'imagine, que nous avons nous-mêmes à avoir une autorité fonctionnelle sur nos propres personnels hors privé, sous contrat, mais pour nos propres personnels. Donc je ne sais pas si vous voyez le sujet, donc on se bat là-dessus. Maintenant, sur la subvention, pour répondre très précisément, nous respectons la loi, c'est-à-dire que nous finançons pour les établissements sous contrat un forfait d'externat qui est un forfait obligatoire. Certains départements, dont le mien, accompagnent à l'investissement, pas tous, dans les respects de la loi, mais je n'ai pas souvenance, je suis président de département depuis 2008 et j'ai président des départements de France, je n'ai pas souvenance d'une situation que vous découvrez, qui m'aurait été évoquée en me disant, écoutez, monsieur le président, il y a un problème de ce type-là. Alors, vraiment, je n'ai jamais eu connaissance d'un tel... Jamais dans une commission permanente, en tout cas que je préside, il y a eu un lien entre l'un et l'autre. Jamais, franchement. Hein. D'ailleurs, on n'a pas de motif d'opportunité, on applique la loi. Moi, je ne suis pas là pour juger de la qualité, je ne vais pas regarder le résultat des bacheliers, des brevets, des collèges, dans l'établissement que je subventionne. On applique la loi et puis voilà. Je parle... oui. C'est sur l'investissement. Voilà, moi j'évoque là les subventions à l'investissement. On va laisser de côté le forfait, etc. C'est une obligation. Mais prenons une hypothèse, elle ne concerne pas le département de la Côte d'Or, mais celui des Pyrénées-Atlantiques. 200 plaintes ont été déposées concernant l'établissement privé sous contrat Betaram,
qui est Beauramo aujourd'hui, qui est aussi un collège. Dans l'hypothèse où un établissement de ce type, visé par autant de plaintes dans votre département, Monsieur le Président Sauvadet, solliciterait une subvention à l'investissement, est-ce que les conseillers départementaux, est-ce que le conseil départemental ferait de cette situation un élément d'appréciation au moment de statuer sur le versement de cette subvention facultative? Non, il n'y a pas de lien. S'il y avait un tel sujet, je l'évoquerais, qu'il était porté à connaissance, je l'évoquerais avec le rectorat et avec les autorités de tutelle de l'établissement, notamment diocésain si c'est diocésain, et rectorat pour ce qui concerne le contrôle, puisque ce sont des établissements sous contrat. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet, non, aucun. Donc un établissement qui verrait s'accumuler les plaintes visant des personnels ayant autorité en son sein, qui auraient pu commettre des crimes et des délits très nombreux sur des élèves, ne se verrait pas nécessairement exclu des procédures de subventionnement facultatif par un département. Il appartient ensuite à l'Éducation nationale et aux autorités judiciaires de mener les enquêtes. On n'est pas là pour faire... D'ailleurs, je pourrais être poursuivi si je ne respectais pas la règle des établissements. Alors, pour le facultatif, il n'y a pas de lien de cause et effet entre le facultatif. Je ne comprends même pas cette question. Chaque département est libre ou non d'investir facultativement dans l'entretien des investissements. Moi, je ne fais pas d'opportunité. J'ai décidé dans mon département d'investir. Donc, cette question ne se pose absolument pas en ces termes pour ce qui me concerne le président des départements de France et le président des départements de la Côte d'Or. Je ne remets absolument pas en question cette liberté des administrations et des collectivités, précisément. Mais justement, puisque vous êtes libre de choisir, je vous demande quel serait votre choix dans l'hypothèse qui est celle que j'ai décrite, un établissement visé par des dizaines de plaintes qui visent à qualifier ou non des crimes, serait-il traité de façon singulière au moment où il sollicite une subvention facultative? Et là encore, je précise, il s'agit bien de celle-là. Je réponds à un niveau que je suis incapable de répondre à cette question. Je vous dis simplement que si j'étais, pour ce qui me concerne, dans mon département, sensibilisé sur des faits de violence par plusieurs, je saisirais l'Éducation nationale et je saisirais les autorités diocésaines, point, et voilà. Il leur appartient ensuite d'aller mener les procédures qui s'engagent. Parce que le droit ne permettrait pas d'aller au-delà. Après ça, l'opportunité, si les faits sont avérés, moi, vous savez, je respecte la justice. Si les faits ensuite étaient avérés, qu'ils ont fait l'objet d'une procédure, d'ailleurs, on verra quels seraient les résultats sur la vie de l'établissement derrière, ou sa fermeture éventuelle, auquel cas le problème ne se poserait pas. Mais un motif d'opportunité sur des rumeurs, ou sur, etc., lié à un investissement, je vous le dis, les faits ne sont pas liés, absolument. C'est quoi, pardon ? Alors évidemment, je n'évoque pas des rumeurs, mais des plaintes. Et en effet, les plaintes ne préjugent pas de décision de justice. Et là, en l'occurrence, situation où il y en a plus de 200. J'ai une dernière question relative à... J'ai compris. Même si, pour le coup, vous avez attiré notre attention sur les prérogatives du département, et c'était tout à fait opportun de le faire. Là, nous sommes, à propos de ces subventions facultatives, au cœur des prérogatives du département. Là, pour le coup, vous êtes en maîtrise totale du fait de décider ou non de verser cette subvention et, par exemple, d'intégrer aux éléments du débat avant le vote qui précède le versement de la subvention ces éléments de contexte qui sont, par exemple, ceux d'une accumulation de plaintes visant le fonctionnement d'un établissement. À titre personnel, je vous le dis, et comme président de mon département, je n'engagerai pas un débat qui n'est pas soumis, d'ailleurs, tant qu'il ne sera pas réglé par l'autorité judiciaire ou qui relève de la rumeur. Je ne suis pas dans un département pour évoquer des rumeurs. S'il y a des problématiques qui sont posées, je suis un républicain, je respecte le droit, je saisirai les autorités, et ce n'est pas l'objet d'un débat à avoir dans une assemblée. Pour l'instant, j'ai décidé dans mon assemblée, et l'assemblée le vote, d'aider à l'investissement dans l'établissement sous contrat. Je continue tant que l'autorité judiciaire n'est pas arrivé au terme de sa conclusion. Et si c'était le cas, je prendrais les dispositions qui s'imposent en fonction des décisions prises. Voilà. Donc ça n'est absolument pas lié. Et je n'engagerai... D'ailleurs, dans mon département, je vous le dis, j'interdirai un débat qui relève de la rumeur en disant que ça relève soit des autorités diocésaines, soit des autorités, et les deux, de l'Éducation nationale
Et si certains voulaient saisir le parquet, qu'ils le saisissent. Mais voilà, on n'a pas substitué, je ne suis pas juge ni procureur. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Du coup, je vais me permettre une dernière question, parce que, à propos des faits que nous évoquons, ils sont souvent couverts par la prescription. Et souvent, les poursuites judiciaires sont impossibles. Souvent, il ne peut pas y avoir de condamnation pénale, parce que les faits sont prescrits. Et donc, je vous repose ma question. Nous sommes là sur une matière très sensible, très délicate. Je conviens que ces questions interrogent beaucoup de principes, des principes fondamentaux. Et la question est celle de la réponse la plus équilibrée. Mais votre réponse paraît catégorique. Vous récusez absolument l'idée selon laquelle une accumulation de plaintes pouvant porter, par exemple, sur des faits prescrits, des faits de violence sexuelle, que cette accumulation de plaintes ne vous conduise pas à traiter de façon particulière un dossier de subvention à un établissement visé par ces plaintes. Monsieur le rapporteur, vous êtes président d'une commission d'enquête, je suis président d'un département. Oui, rapporteur, pardon. J'ai été extrêmement clair, je ne récuse pas. Non, alors écoutez, monsieur Vannier, j'étais parlementaire pendant 23 ans, je connais l'importance de chaque mot. Je n'ai pas dit je récuse. J'ai dit simplement que je saisirais, dans ces circonstances de rumeurs persistantes, les autorités diocésaines et les autorités de l'éducation nationale, à charge pour elles de saisir le parquet, sauf pour les responsabilités qui sont les miennes en tant que protecteur de l'enfance, auquel cas je serai saisi soit par la famille, soit par les autorités, et auquel cas, je ne reviens pas sur le propos que nous avons tenu précédemment. Donc je ne récuse pas. Maintenant, il appartient au législateur de savoir jusqu'à quel moment une sanction pénale sur des faits avérés antérieurement doivent être levées, et ça c'est le rôle du législateur, je ne suis plus législateur à ce jour. Une dernière question sur ce sujet des subventions facultatives, parce que dans beaucoup de subventions qui sont attribuées ou non attribuées, il y a parfois des contestations et la conclusion est toujours la même. C'est le pouvoir souverain de la collectivité territoriale de choisir ses critères et de subventionner. C'est très rare qu'une subvention puisse être contestée. Donc on voit là, à la fois avec la force de votre affirmation, que vous séparez complètement des faits qui ne seraient pas liés à l'investissement et au bâtiment pour décider ou non d'attribuer le maximum de 10% d'aide à un établissement privé sous contrat. Dans le cas de notre visite sur place et sur pièce au département à Pau, nous avons eu connaissance que dans le cadre d'une inspection générale de l'éducation nationale sur un établissement qui s'appelle Immaculée Conception, en raison de faits graves qui étaient reprochés notamment à un enseignant et d'une enquête, non pas judiciaire, je crois, mais des services de l'éducation nationale, le conseil départemental avait décidé de suspendre, donc de ne pas voter sa subvention annuelle au regard de la gravité de l'affaire en cours, en attendant la décision éducation nationale ou éducation nationale et justice. Donc, on voit que vous êtes président de l'ADF. Alors, j'entends, je vais vous repasser le micro. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que certains présidents de département, sur certaines affaires, alors pas sur Bétarab, mais sur celle d'Immaculée Conception, ont décidé de suspendre la subvention facultative qu'ils ont en main. On va même plus loin. Dans le cas du lycée Averroès, qui fait aujourd'hui l'objet d'une procédure judiciaire, on a un président de région qui assume ne pas verser une subvention obligatoire. Donc on voit que les présidents d'exécutif des collectivités territoriales qui sont liés, alors pas par contrat, mais liés par leurs obligations ou leur permission d'aller jusqu'aux 10% de subventions facultatives sur les bâtiments, prennent parfois des décisions qui sont contraires au choix que vous expliquez aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion ? J'ai aucune réflexion à faire comme président des départements de France sur ce sujet. Parce que je ne suis pas ici, je ne m'exprimais pas sur la question que vous avez directement posée. Je m'ai directement posé, je ne m'exprime pas comme président des départements de France. Il appartient à chaque département de savoir si oui ou non il souhaite avoir de l'optionnel. Il y a des départements qui, dès lors qu'une procédure judiciaire, il faut qu'on soit très précis, vous me parlez des départements pour lesquels une procédure judiciaire était engagée avec des faits qui étaient suffisamment graves et concordants. C'est ce que vous m'avez dit, vous me disiez, vous parliez d'une procédure. Qu'ils avaient suspendu la...
J'ai dit, parce que je ne sais plus exactement où on était au mois de mars 2024, au moment où la subvention Immaculée Conception a été suspendue. Je ne sais plus si c'était déjà en judiciaire ou uniquement éducation nationale, mais c'était en tout cas au minimum une inspection générale de l'éducation nationale qui avait peut-être débouché sur une plainte. Très précis qu'à titre personnel, comme président du département, dès qu'on entrera dans une procédure judiciaire, évidemment que selon la gravité des faits, évidemment que je serai amené à adapter ma position. Mais je vous parlais d'une position de droit, tout simplement. C'est pas sur des rumeurs, etc. Moi, chaque département est libre d'avoir son option. Bon, après, il appartient à chacun, en fonction de la gravité du porter à connaissance et de la gravité de la situation, d'apprécier si oui ou non il poursuit son caractère optionnel. C'est ça que je veux dire. Je ne peux pas vous répondre d'une manière théorique là-dessus. Ce que je vous ai dit, moi je crois beaucoup au droit. Je crois à la présomption d'innocence, je crois aussi aux mesures de protection, mais je crois aussi on est tous les élus aujourd'hui victimes de rumeurs. Alors, je parle pas, c'est distinct de cette affaire, je parle pas de ça, mais de rumeurs, etc. Moi, la présomption d'innocence, elle est dans mes gènes. Donc voilà, dès lors qu'il y a des faits avérés, je saisirai, parce que je suis un républicain, toutes les autorités qui sont en mesure de vérifier la véracité des faits qui pourraient se produire dans un établissement qui soit public ou sous contrat, je saisirai les autorités, à charge pour elles, de saisir l'autorité judiciaire. Et si ça concerne des enfants, évidemment que là, ma compétence, je l'exercerai sans coup férir. Voilà, les choses sont extrêmement claires. Après, je vous l'ai dit, sur des présomptions, sur des rumeurs, sur une inspection, je ne vais pas supprimer une subvention. Je le dis à titre personnel comme citoyen et comme président de mon département. Mais je ne parle pas là au terme de générique, puisque je vous ai dit, il y a des départements qui se refusent à financer l'investissement dans les établissements sous contrat. Voilà. Si vous voulez bien couper votre... Oh, pardon, mais décidément. C'est votre parfaite liberté, le président de conseil départemental. Pas du tout question pour nous de la remettre en cause, même si je dois vous dire, Monsieur le Président, que le mot rumeur me gêne eu égard aux faits que nous évoquons et eu égard aux plaintes de victimes qui, je crois, doivent être qualifiées autrement qu'à travers ce terme. Mais oui, si vous avez l'occasion de préciser... J'ai dit, en disant sur des rumeurs, j'ai dit, je n'évoque pas cette affaire. Vous ne m'avez pas entendu. Non. Attendez, je suis suffisamment précis sur ce que je dis. D'ailleurs, je demanderai ce que ce soit vérifié au procès verbal. Si ça n'était pas, je précise bien que je n'évoquais pas s'agissant de... Attendez, parce que là, le micro est coupé, donc oui. Là, on ne s'entend plus. Écoutez, tout le monde assiste, puis je n'ai pas l'intention de tenir une polémique sur ce point avec vous, mais je dois vous dire, Monsieur le Président, que je vous ai interrogé aussi sur l'attitude qui serait la vôtre, et dans votre parfaite liberté, y compris dans l'hypothèse de celle de l'établissement Betaram, où 200 plaintes, il ne s'agit pas d'une rumeur, ont été déposées. Alors, je crois que si, je crois que vous avez répondu, et que dans ce cas aussi, vous n'auriez pas suspendu le versement de la subvention. Mais si j'ai mal compris, vous allez le préciser. Et je voudrais, pour bien comprendre les choses, Monsieur le Président, vous allez avoir l'occasion de préciser votre propos. Mais pour bien comprendre justement et pour être précis, parce que c'est intéressant et c'est utile à nos travaux, vous avez indiqué que dans l'hypothèse où une procédure judiciaire serait ouverte, et je voudrais vous interroger précisément sur ce que vous entendez par là, parce que l'ouverture d'une procédure judiciaire, ça n'est pas la même chose que la conclusion d'une procédure judiciaire. Donc, selon vous, Monsieur le Président, à partir de quel moment dans cette procédure considérez-vous, à titre de président du conseil départemental de la Côte d'Or, peut-être, et pas de président de l'ADF, considérez-vous que une subvention à l'investissement puisse être suspendue par un conseil départemental? Je ne répondrai plus à cette question. J'estime vous avoir répondu. Je ne répondrai plus à cette question. Simplement, je trouve que je ne répondais plus à cette question. J'estime vous avoir répondu, Monsieur le rapporteur. Je trouve scandaleuse la façon dont vous avez essayé de me faire dire que je parlais de rumeurs sur une affaire dont j'ai dit depuis le début qu'elle nous avait tous bouleversés. Tous bouleversés. Je l'ai dit comme parent, je l'ai dit comme président de Côte d'Or, je l'ai dit comme président des départements de France. Je vous ai répondu en toute transparence à toutes les questions. Je vous ai dit ce qu'à titre personnel, au nom de la protection, en tout cas au nom de la présomption d'innocence, ce que je ferais moi si j'étais confronté en Côte d'Or. Je n'ai pas parlé de Betaram, je n'ai pas dit ce que je ferais moi dans la situation de Betaram. Je m'inscris en faux sur cette allégation. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Donc je suis extrêmement clair. Quand j'ai parlé de si j'étais confronté dans mon département à des rumeurs, et j'ai dit je ne parle pas là de l'affaire Blétarame, voilà exactement ce que j'ai dit. Donc je souhaite à ce que ce soit bien précisé. Maintenant, j'estime que la commission d'enquête, et vous êtes vous-même, monsieur le rapporteur, suffisamment informé sur ma position. Si dans des circonstances que je ne souhaite pas pour mon pays, on se retrouvait confronté, vous me réinterrogerez sur ce que je ferais dans ces circonstances. Allez-y. Oui, merci. J'aimerais pouvoir témoigner. Là, c'est le témoignage de la présidente du Maine-et-Loire. Clairement, 2 éléments de réponse. À partir du moment où il y a une ouverture d'enquête, j'estime qu'au regard de tout ce qu'on a déjà partagé depuis ce temps d'échange, les choses sont claires. On a connaissance d'une information. Chacun est à sa place. Chacun doit faire son travail. On est en effet dans le cas d'une subvention qui est optionnelle. C'est notre liberté politique absolue qui, généralement, dans la plupart des instances départementales, peut faire plus ou moins débat. Une chose est sûre, on a tous la liberté aussi de nos critères. Si je prends l'exemple du Maine-et-Loire, il y a en effet le fonctionnement, l'investissement, le président Sauvadet l'a très bien expliqué, mais il y a aussi la liberté que l'on a de créer aussi des actions. Et quand je regarde le travail que l'on fait chez nous, on a un accent très fort depuis bientôt 4 ans sur la thématique notamment du harcèlement et sur le soutien aussi de familles qui sont un peu plus en difficulté financièrement parlant pour être sûr qu'il y a un accompagnement pour la possibilité de pouvoir déjeuner dans l'établissement scolaire. On crée des actions concrètes de sensibilisation aussi pour justement les accompagner dans leur développement personnel aussi de jeunes filles et de jeunes garçons. Donc, quelque part, si on ouvre une enquête, j'ai envie de dire, il y a toute la partie que l'on suspend, et je le dis, mais ça c'est un avis très personnel, sur toute la partie investissement, fonctionnement. Et puis, j'ose dire, peut-être une partie que j'ai envie de protéger, dans mon cas personnel. Quand je dis personnel, ce n'est pas mon nom, mon prénom, c'est l'institution que je représente, parce que j'estime que la cause peut permettre justement de sensibiliser le travail de prévention auprès des collégiens et peut-être même aussi des professionnels pour les sécuriser, pour être davantage à l'affût de pratiques inadaptées, inqualifiables, impardonnables et pour lequel, en effet, la justice doit passer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un positionnement dès l'ouverture d'une information judiciaire. Donc, je n'attendrai pas la fin d'un jugement, ce qui permet d'avoir une réponse graduée, claire, nette et précise sur la partie, j'ai envie de dire aussi que je maintiens. On ne peut pas travailler la prévention, l'accompagnement des jeunes, de la famille et des professionnels et ne pas accompagner financièrement cette typologie d'action. Mais encore une fois, c'est la liberté d'appréciation de chaque président. Merci beaucoup. Une dernière question ? Ma dernière question, elle porte sur les personnels techniques qui relèvent donc des conseils départementaux et sur votre capacité à vérifier leur honorabilité. Et peut-être nous indiquer donc comment se passe la procédure au moment du recrutement et avez-vous les moyens d'actualiser cette vérification au cours de la carrière de ces personnels ? Le cas échéant, avez-vous des suggestions à faire à notre commission d'enquête pour faire évoluer les conditions vous permettant peut-être un meilleur suivi de l'honorabilité de vos agents ? Merci, monsieur le rapporteur. En effet, s'il y a un des axes sur lesquels on attend aussi que ces travaux permettent d'avancer, c'est-à-dire qu'au-delà d'une simplification de la procédure qui sécuriserait encore une fois la capacité pour les uns et pour les autres de témoigner, il y a ce besoin permanent de clarifier parce qu'on n'a pas assez de retour dans l'immédiateté. On est meilleurs en données les uns les autres. Mais il y a trop de mouvements de personnel et quand on a justement besoin d'avoir ces professionnels, on en a besoin immédiatement. Donc, il n'empêche, on a besoin d'avoir ce retour pour être en capacité de savoir s'il n'y a pas une faille qui fait que de toute façon, ces personnes n'ont rien à faire dans le système scolaire. Et ça, c'est capital et c'est le même dispositif dans nos maisons d'enfants à caractère social, dans toutes les maisonnées. Donc là, il est important que ça devienne une priorité et qu'on gagne, et quand je dis on, c'est le on national, en capacité à protéger les jeunes qui, encore une fois, dans le cadre de leur développement, doivent avoir confiance en l'adulte. Comment y parvenir ? Alors, comment y parvenir ? J'avoue que ce n'est pas cet après-midi que je pourrais vous apporter une réponse clé en main. J'estime qu'il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi et je reste à la place qui est la mienne. Je n'ai pas pour habitude de prendre celle pour laquelle je ne vais pas forcément avoir la compétence et encore moins la légitimité. Une chose est sûre, c'est quelque chose qu'on attend expressément pour être sûr que les professionnels que l'on recrute soient dignes de confiance et de cette honorabilité.
Bien, nous arrivons au terme de cette audition. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour le caractère très vif et convaincu de vos échanges. Voilà, c'est tout à fait vivant. Voilà, on est dans une assemblée de débat, donc par moment... non, mais nous étions surtout dans une commission d'enquête importante en pensant aux victimes, et donc c'est important que chacun ait pu s'exprimer de la façon qu'il le souhaitait. Voilà, merci aux rapporteurs, merci encore, messieurs, mesdames.